Un début bref. Les cloches sonnaient l'alarme, et sous la haute coupole, des lames brillaient. Le sang se mêlait à la cire, les gens se précipitaient vers les portes, et la ville retenait son souffle. Bonjour à tous. Je suis heureux que vous soyez là. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez-le dans les commentaires. Il est important pour moi de connaître votre chemin vers nos histoires. Je vous souhaite une agréable écoute. Florence accueillait l'aube avec l'odeur de la pierre humide et du pain chaud. Dans la boutique du copiste, dans la rue étroite de Santa Maria del Fiore, un jeune homme nommé Lauro aiguisait sa plume et froissait entre ses doigts des miettes sèches pour enlever l'excès d'encre. Son oncle, le maître Armano, conservait dans une armoire derrière un rideau les livres de comptes des marchands, les notes des prêtres et les reconnaissances de dettes des nobles. Chaque aube était ici identique. Des commandes de reliure, des demandes prudentes de recopier des lettres, de rares notes secrètes faisant allusion à des affaires dont on parle généralement dans l'ombre. Lauro était considéré comme un apprenti, mais il avait un don dont il n'aimait pas parler. Il comprenait rapidement la structure d'une écriture étrangère, devinait les omissions, saisissait les liens sémantiques cachés dans le texte. Il lui semblait souvent que les lettres se disputaient entre elles et que cette dispute laissait une trace visible. À cette époque, la ville vivait à deux rythmes. L'un était visible de tous. Les marchés, la collecte des impôts, les conversations interminables autour des puits. L'autre se ressentait sous la peau. Les noms de banquiers célèbres résonnaient dans chaque maison. On discutait autour des tables de la générosité de Laurent de Médicis, de ses fêtes, de son mécénat envers les artisans et les musiciens. Tout le monde n'était pas satisfait. Dans les cours étroites, certains murmuraient que le pouvoir de la famille était trop facile en apparence et était devenu trop lourd dans les faits. Lauro, en recopiant une nouvelle commande, remarqua une ligne qui n'avait pas été commandée. Dans la prière habituelle, il y avait un mot en trop, imperceptible à l'œil nu, mais étrangement lourd de sens. Il le marqua d'un petit point. Il relut le texte. Dans les mots sur la miséricorde et le pardon, se cachait soudain un chiffre qui n'avait aucun sens dans l'ensemble des lettres, mais qui était un signe pour ceux qui savaient. Ce mot correspondait à la marque qu'il avait déjà rencontrée en hiver sur un autre papier, où l'acheteur avait demandé de recopier un message innocent à sa sœur. À l'époque, la marque superflue se trouvait dans le mot sur la santé. Maintenant, elle se trouvait entre les lignes de la prière. Il avait rencontré 3 fois la même marque discrète. Il avait dit à son oncle qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange. Son oncle lui avait répondu que le jeune homme regardait trop les lettres et pas assez les clients, et que cela lui donnait des peurs inutiles. Lauro avait acquiescé, mais il n'était pas rassuré pour autant. Dans le même quartier vivait une jeune fille nommée Marcella. Elle s'occupait de sa mère malade et aidait dans la boutique du sonneur de cloches. Elle était considérée comme modeste et discrète, mais elle avait un talent caché. Elle savait déchiffrer les cloches comme des notes de musique. Lorsqu'un coup retentissait, elle savait qui avait tiré sur la corde et dans quel état se trouvait le cœur de cette personne. Elle avait l'impression que la ville parlait à coups de cloche et qu'en tendant l'oreille, on pouvait entendre plus que ce qui était permis. Ses voisins se moquaient d'elle, la traitaient d'étrange, d'incomprise, disaient qu'elle n'était bonne qu'à compter les coups de cloche. Mais elle ne discutait pas, elle nettoyait silencieusement le laiton, lubrifiait l'axe, vérifiait la languette de la cloche pour que le son soit pur. À la veille d'une grande fête, il fut annoncé au public dans la cathédrale que les frères de la famille Médicis seraient présents au service. La ville s'anima. Les bouchers discutaient du meilleur morceau à choisir pour le festin. Les artisans nettoyaient leurs chemises afin de se présenter à la cathédrale aussi bien que leurs voisins. Lauro apporta un nouveau parchemin et commença à relier le livre de prière le matin. Il remarqua dans la marge une minuscule lettre, écrite différemment de celle du maître qui écrivait habituellement pour la cathédrale.
La lettre ressemblait à une clé, comme celle qui marque les endroits secrets dans les contes. En bas, la date, le 26 avril 1478, écrite avec une telle précision que celui qui l'avait écrite semblait avoir posé sa main sur de l'acier froid et ne pas s'être permis de trembler. La journée s'étirait. Un coursier est arrivé à l'atelier. Il a apporté un colis dans une toile grossière et a demandé si le maître Armano était là. Le coursier a dit qu'il avait été envoyé par la maison d'un noble mécène et que le paquet contenait une liste de dons pour des bougies. Armano s'est laissé distraire et a demandé à Loro de prendre le paquet et de signer. Le jeune homme sentit son estomac se nouer. Il se souvint d'une marque superflue dans les lignes de prière. Il ouvrit délicatement la toile et vit à l'intérieur non seulement la liste des noms, mais aussi un petit paquet de seaux de cire, solidement collé entre deux couches de tissu. Il y avait trop de cire pour de simples seaux. Il appuya délicatement sur le bord avec son ongle et un petit couteau, semblant destiné à ouvrir les enveloppes, glissa hors de la cire. 2 feuilles entrelacées étaient gravées sur le manche. Loro se figea. Il connaissait ce symbole. L'année dernière, le même symbole figurait sur le cordon qui fermait le portefeuille dans la maison où il apportait les listes de dettes. Il se souvint du nom que l'on prononçait dans la ville, soit à voix haute, soit à voix basse. Tout s'assembla dans son esprit. Le jeune homme apporta le paquet à son oncle. Celui-ci lui ordonna de le renvoyer au coursier et de ne plus l'ouvrir, disant que toute explication apporterait le malheur, que l'attention intelligente était parfois plus dangereuse que la stupidité. Mais Loro avait déjà pris sa décision. Il se dit que soit il se trompait, et alors il s'excuserait, soit il avait raison, et alors toute attente serait un crime. Il apporta la feuille, avec les signes superflus, à la maison du sonneur de cloche, où séjournait souvent le premier assistant du gong municipal. Il y trouva Marcella. Il lui raconta ce qu'il avait remarqué. La jeune fille l'écouta. Elle dit que le matin, la langue de la grande cloche ne résonnait pas comme d'habitude, mais comme du bois sec, comme lorsque quelqu'un appuie sur la corde pour que le son retentisse à un autre moment. Cela pouvait signifier un faux signal préparé. Ils échangèrent un regard. Une bagatelle quotidienne, un morceau de cire et d'acier, des traits supplémentaires dans les lettres, une corde affaiblie, tout cela, mis bout à bout, sentait le mauvais coup. Ils apportèrent les feuilles chez le scribe en chef de la cathédrale, un homme austère et sévère. Il les écouta, dit que les jeunes avaient tendance à voir des complots, là où il n'y avait que de la simple négligence, mais qu'au cas où, il préviendrait une de ses connaissances proches de la maison Médicis. Il ordonna de rester calme, de ne pas répandre de rumeurs, et envoya lui-même le garçon avec un mot. Le garçon traversa la cour en courant et disparut. Marcel, en retournant vers les cordes, remarqua 2 hommes vêtus de capes sombres dans la ruelle. Ils ressemblaient à des marchands. L'un d'eux tenait sa main sur ses côtes, comme s'il portait sous ses vêtements une ceinture à laquelle il n'était pas habitué. Cela ne prouvait rien, mais la jeune fille s'en souvint. Le jour du service arriva. La cathédrale respirait sous le poids des épaules humaines, les bougies brûlaient d'un feu régulier. Les cloches sonnaient calmement, comme toujours avant un événement important. Sur la place principale, la foule se rassemblait lentement. La cathédrale était bondée, mais l'air n'était pas étouffant. La ville avait l'habitude de se tenir près et de regarder ceux qu'elle était venue voir. Les frères de la maison Médicis étaient au centre de l'attention. Quelqu'un remarqua que le plus jeune d'entre eux était arrivé plus tard que d'habitude. Quelqu'un dit qu'il avait l'air fatigué. Tout cela ressemblait à des paroles habituelles avant une grande prière. Le premier coup a été porté lorsque les gens ont levé la tête au son des mots latins. Un bref éclair métallique a jailli sous la coupole. Au début, personne n'a compris ce qui s'était passé. Puis, on a vu que l'un des frères se tenait le côté et que du sang coulait sur le marbre. Un autre a pressé sa main contre son cou et a commencé à se diriger vers la porte latérale.
Une partie des gens a pensé qu'il s'agissait d'un malaise dû à la chaleur étouffante. Une autre partie a vu les visages de personnes qu'elle détestait depuis longtemps. Le jour de fête s'est transformé en un instant intense où ce n'est pas la gorge qui crie, mais le cœur. Les cloches auraient dû appeler au calme, mais au lieu de cela, elles se mirent à sonner de manière désordonnée. Quelqu'un avait tiré sur la corde au mauvais moment. La population a compris que ce n'était pas seulement un jour de fête dans la ville. Un murmure s'est élevé sous le dôme. Ceux qui étaient là venus avec des couteaux ont commencé à se frayer un chemin vers la sortie. Sur la place, les gens se sont souvenus de vieilles rancunes, ont pesé leurs peurs récentes et ont choisi leur camp. Marcella se précipita vers la corde et la tira pour produire un son aigu et prolongé. C'était un signal que la ville connaissait comme un signal d'alarme, exigeant que tout le monde se rassemble au palais pour un conseil. De la poussière de la corde tomba sur ses mains. La jeune fille n'y prêta pas attention. Loro, debout à la porte, essayait de retenir les assaillants. Il remarqua l'un des marchands, vêtu d'un manteau sombre. Celui-ci serrait la poignée sur laquelle se trouvaient 2 feuilles. Loro comprit qu'il avait vu juste. Le jeune homme saisit le bras de son adversaire, sans savoir se battre avec élégance, mais seulement comme ceux qui ont porté de lourdes piles de livres l'ont appris. Ils tombèrent tous les 2. Le couteau heurta la pierre, rebondit et disparut entre les jambes des gens. L'homme se précipita vers le passage latéral. Loro n'eut pas le temps de le rattraper, mais il se souvint qu'il avait déplacé le loquet de la porte latérale, comme s'il savait à l'avance comment elle fonctionnait. Dans la foule se tenait un homme, vêtu comme un modeste marchand de Pise. Il n'était pas florentin. Il s'appelait Ruggiero et était venu en ville pour acheter des tissus. On l'accueillait froidement, on le tenait à distance. Mais Ruggiero avait une étrange habitude. Il ne comptait pas le temps à l'aide d'un sablier, mais au rythme des coups de cloche, et sa mémoire associait le rythme de la ville à celui des transactions commerciales. Il avait remarqué que le matin, la cloche sonnait un coup supplémentaire entre 2 coups réguliers. Ce n'était pas un hasard. Lorsque l'agitation commença, il se précipita vers le garde près du palais et lui dit que dans l'une des rues latérales, les écuries étaient déjà préparées et qu'on y attendait les personnes qui sortiraient de la cathédrale par les portes secondaires. Le garde ne discuta pas, il avait assez d'écrits autour de lui. Il envoya 2 jeunes gardes à l'endroit indiqué. Ils arrivèrent 1 minute avant que les 3 fugitifs ne s'échappent. Le premier fut renversé, le deuxième plaqué contre le mur, le troisième repoussa l'enfant et se jeta directement sur l'épée. Il fut capturé. Cet acte de Ruggiero fut une intervention inattendue. Il n'avait ici ni ami ni protecteur. Il était peu respecté, son nom ne signifiait rien. Mais à ce moment précis, ce sont précisément son observation et sa détermination qui ont changé le cours des événements dans une cour. Le soir, les habitants de la ville racontaient qu'un marchand étranger avait indiqué le chemin aux gardes. Ceux qui le traitaient auparavant avec une froide politesse étaient soudainement moins nombreux. On lui offrait du pain et de l'eau, et au bazar, on lui cédait le passage. Plus loin, la ville était en émoi. La nouvelle qu'un frère était blessé et qu'un autre, gravement blessé, s'enfuyait, se répandit dans les rues plus vite qu'un homme ne peut courir. La maison près du palais commença à rassembler des gens. Les cloches cessèrent de sonner de manière désordonnée. Marcella les fit sonner comme il se doit, et leur voix retentit de manière régulière et ferme. Le scribe en chef de la cathédrale apporta son carnet avec un air faussement calme et le remit à un homme proche de la cour. Il se souvenait des feuilles que Loro lui avait montrées et voyait maintenant que les lettres n'étaient pas le fruit d'un esprit jeune. Le carnet contenait des notes qui correspondaient à l'heure du service et aux endroits où le bruit devait se faire entendre. Une journée ordinaire, qui avait commencé par un simple colis, était devenue un acte semblable à un suspense intense. La vie quotidienne s'était transformée en menace. Tout ce qui semblait auparavant insignifiant prenait désormais tout son sens.
la corde de la cloche, le couteau dans la cire, la marque dans le mot de grâce, le marchand étranger, le regard étranger à la porte latérale, tout cela s'assemblait en un motif. Les membres de la famille, qui se considéraient comme égaux à n'importe quelle autorité, se cachaient désormais et couraient dans les ruelles, où ils marchaient toujours fièrement. Au milieu de la journée, plusieurs suspects ont été arrêtés près du palais. Parmi eux se trouvait un homme connu dans la ville sous un faux nom. Son visage rappelait à Marcella un voisin d'enfance qui avait disparu il y a de nombreuses années après une bagarre près du moulin. Plus tard, lors de son interrogatoire, il s'est avéré qu'il était bien celui qui l'avait autrefois sauvé d'un chien enragé, mais qui avait ensuite fui la ville après s'être retrouvé impliqué dans une affaire sanglante. Il était maintenant de retour pour prendre part au plan d'un autre. Il s'agissait d'une bague familiale dont personne ne connaissait l'existence. Il était un parent éloigné de Marcella du côté de sa mère. Ce lien avait été caché, mais il refaisait surface après toutes ces années, comme un objet lourd remontant du fond de l'eau. La jeune fille vécut cela de manière étrange, non pas comme un événement sensationnel, mais comme un coup discret dans la poitrine. Un hasard de l'enfance, un geste de bonté, de longues années de silence. Et maintenant, cet homme se trouvait de l'autre côté. Cette parenté cachée pesait dans la balance du choix. Le soir venu, il était clair que la ville ne s'était pas divisée en deux. Dans les boutiques, où l'on discutait toujours, cette fois-ci, la discussion fut plus courte. Les gens disaient qu'ils n'aimaient pas la toute-puissance, mais qu'ils détestaient le massacre dans un lieu sacré. Ils n'aimaient pas les factures élevées, mais ils aimaient encore moins les poignards sous le dôme. Des foules ont commencé à se rassembler devant le palais. Quelques conspirateurs ont tenté de crier et d'appeler au soulèvement, mais leurs paroles sonnaient creux sur fond du sang, versé le matin même. La nuit apporta l'humidité et l'odeur lourde des mèches. On traînait à travers la ville les gens dont les visages avaient de côtoyer les couteaux pendant la journée. Certains réussirent à s'échapper, mais pas tous. Des torches furent allumées sur les murs du palais. Les coups de cloche devinrent rares et lourds. La ville ne traversait pas seulement une épreuve, mais un tournant. Ce qui n'était qu'une dispute tranquille dans les boutiques devint un choix délibéré. La maison Médicis rassembla ses partisans, parmi lesquels se trouvaient non seulement des nobles, mais aussi ceux qui n'étaient généralement pas convoqués au conseil. Des artisans, des musiciens, des boulangers, des copistes, des sonneurs de cloches vinrent. Leurs visages arboraient un regard obstiné, dépourvu de fierté, mais empreint de lucidité. De retour dans son atelier, Loro ouvrit le colis enveloppé dans la toile. À l'intérieur, outre le couteau, se trouvaient 2 notes. L'une était écrite d'une main légère, comme celle d'une personne habituée à la correspondance noble. L'autre était écrite d'une main rapide. La première parlait de la prochaine étape. Le lendemain, après le service, il fallait faire en sorte que la ville parle d'un procès équitable pour les gens de la maison, dont tout le monde était lassé. La seconde était adressée directement au bijoutier et décrivait le signe qui permettrait aux exécutants de se reconnaître entre eux. Loro ressentit une désagréable sécheresse. Il comprit qu'il n'avait plus seulement des soupçons entre les mains, mais des preuves directes. Il les apporta au scribe en chef, qui les transmit aux gens du palais. Cela devint le fil à tirer pour voir le tissu. Pendant ce temps, Marcella surveillait les cordes pour que personne ne puisse fausser le signal. Elle monta dans le clocher avant l'aube et vérifia les nœuds. Sur la plateforme supérieure, elle rencontra le gardien aux cheveux gris. Il lui dit qu'il se souvenait d'elle depuis son enfance, lorsqu'on l'amenait ici par la main. Il raconta qu'un jour, un jeune homme avait sauvé la vie d'une petite fille près du moulin, puis avait disparu. Il dit qu'à l'époque, on parlait de ce garçon comme d'un voyou, mais qu'en réalité, ce jour-là, il avait été un héros. La jeune fille comprit qu'il s'agissait de l'homme qui avait été amené la veille, les mains liées. Son lien caché se fit à nouveau sentir.
La jeune fille ne justifiait pas la méchanceté, mais elle ressentit une douleur à l'idée qu'un choix fait dans la jeunesse pouvait en entraîner un autre à l'âge adulte. À l'aube du 27 avril 1478, 2 poteaux entourés de cordes furent érigés sur la place devant le palais. La ville n'était pas encline au processus lent, elle aimait les dénouements rapides, mais avant d'attacher les cordes, les gens devant le palais firent quelque chose à quoi ceux qui étaient venus avec des couteaux ne s'attendaient pas. Ils commencèrent à lire à haute voix les notes apportées de la boutique du copiste et à dire que ceux qui avaient planifié le massacre dans ce lieu sacré s'étaient ainsi coupés de toute possibilité de clémence. Les mots sonnaient secs, sans fioriture. Dans la foule, on murmurait que ce n'était pas de la vengeance, mais une réponse à la peur. Les gens voyaient non seulement le sang sur le marbre, mais aussi le calcul froid dans les notes. On demanda au musicien surnommé le violoniste, que l'on considérait comme un homme vide, propice aux rumeurs, de jouer des marches inquiétantes. Il fit un geste de la main, et les gens furent surpris. Non seulement il savait jouer, mais il avait une oreille si fine qu'il pouvait diriger la foule vers le bâtiment du conseil sans crier. Avant cela, il était sous-estimé, considéré comme un farceur inutile, mais aujourd'hui, il est devenu celui qui donne le rythme à la ville. Son violon sonnait de manière régulière et laconique. Les gens suivaient la musique comme ils suivent des instructions claires. Le sous-estimé est devenu un pilier, et pour la première fois de la journée, la foule ne se déplaçait pas de manière chaotique. Le même jour, un événement a définitivement transformé la conversation sur le statut en conversation sur le savoir-faire. Dans la cour du palais, une dispute a éclaté entre un noble chevalier et un simple serrurier. Il fallait renforcer les passages latéraux pour empêcher les conspirateurs de libérer les leurs. Le chevalier pensait qu'il valait mieux mettre plus de gens. L'artisan disait qu'il fallait changer la position des verrous et ajouter un tenon supplémentaire afin que 3 personnes puissent remplacer 10. Auparavant, personne ne l'écoutait. Mais maintenant, il n'y avait plus de temps à perdre. L'artisan a rapidement découpé une rainure, enfoncé le tenon et vérifié le fonctionnement. 1 heure plus tard, lorsqu'un groupe de personnes a frappé à la porte en essayant avec insistance de retirer les verrous, la structure modifiée a résisté. Les personnes derrière la porte ont perdu de précieuses minutes et les gardes ont eu le temps de les encercler. La foule a vu comment l'artisan avait changé l'issue du combat d'un seul coup. Le destin a reconnu que le savoir-faire était plus important que le titre. Ce fut un tournant évident où le talent caché contre le statut est devenu la règle du jour. À midi, un homme richement vêtu, que personne n'attendait, est arrivé au palais. C'était le mentor de la maison, qui se tenait généralement à l'écart des jeux politiques. Il était accompagné d'une dizaine d'hommes armés et d'une bourse remplie de pièces de monnaie. Il a dit à ceux qui organisaient la défense qu'il couvrait les frais de sécurité, le pain pour la foule et l'huile pour les torches. Il a ordonné à ses hommes de se poster aux passages les plus étroits. Son intervention était une aubaine inattendue. À la question de savoir pourquoi il agissait ainsi, il répondit par l'intermédiaire de son assistant que lorsque le sang coulait dans un lieu saint, il fallait mettre de côté les différends sur les privilèges commerciaux, car sans paix, il n'y aurait pas de commerce. Son geste était un signe clair. Tous les riches ne pensent pas uniquement à leurs propres intérêts. Cette intervention a influencé l'humeur de la foule, la confiance des gardes et le fait que la ville se soit rangée du côté de ceux qui refusaient le massacre comme moyen de résolution. À la fin de la 2e journée, Loro était aussi fort qu'épuisé. Il comprit qu'en signant chaque lettre soigneusement, il assumait la responsabilité non seulement du texte, mais aussi de son sens. Il apporta un autre parchemin. Il contenait la liste de ceux qui étaient venus à la boutique au cours des dernières semaines et avaient demandé à faire recopier des textes innocents comportant des marques superflues. Leurs noms correspondaient à ceux des personnes arrêtées. Le scribe du palais sourit pour la première fois de la journée. Il dit que parfois,
Le destin de la ville dépendait de la capacité d'un élève à voir un trait superflu dans un mot. Marcella se tenait près des cloches et tenait la corde comme si elle retenait un bateau à quai dans un courant fort. Ses mains lui faisaient mal, mais elle ne lâchait pas prise. Elle avait l'impression que tous les coups se fondaient en une seule grande voix qui disait que la ville avait choisi l'ordre. La jeune fille savait qu'elle ressentait de la douleur pour son parent qui s'était retrouvé de l'autre côté. Elle décida de faire ce qui lui semblait être la seule chose possible. Elle se rendit chez l'un des conseillers du palais et lui demanda de lui permettre de dire qui était l'un des détenus et comment il lui avait sauvé la vie autrefois. Elle a dit que ce n'était pas une excuse, mais une demande pour que le tribunal ne se livre pas à une vengeance froide, mais prenne une décision ferme. Le conseiller l'a écouté et a dit qu'il tiendrait compte de ce détail lors du prononcé de la sentence. Il a ordonné que ces paroles soient consignées par écrit. Cette parenté cachée n'a pas changé l'issue, mais elle a changé le ton du verdict. Au lieu d'une exécution immédiate, l'un des hommes a été condamné à une peine de prison et à l'exil, et non à la corde. Cela semblait être une petite victoire dans une grande journée, mais ce sont précisément ces petites décisions qui font la différence entre la rage aveugle et le pouvoir responsable. La ville vécut une nuit de plus. Le matin du 3e jour, un messager d'une maison proche du palais se présenta à la boutique du fondeur de cloches. Il apporta une petite bourse et une lettre. La lettre disait que la maison remerciait l'atelier de cloches pour la précision du signal dans les moments les plus difficiles. La bourse était modeste, mais suffisante pour remplacer les cordes usées et acheter de l'huile pour l'axe. Les gens dans l'atelier sourirent. Ce jour-là, on demanda pour la première fois à Marcella de montrer comment elle réglait le battant et on l'écouta sans sourire. La sous-estimée était devenue une maître et ce n'était pas des mots, mais une demande concrète qui le reconnaissait. Ruggiero, un marchand de Pise, s'apprêtait à partir. Son chemin le menait plus loin, à Lucchese. Sur la place, un homme de la garde municipale s'approcha de lui et lui remit une brève note du conseiller. La note disait que l'étranger avait aidé la ville dans un moment difficile et que son nom serait mentionné en bien lors de l'analyse des événements. On lui proposa une escorte jusqu'au poste de garde. L'étranger d'hier ne partit pas en paria, mais en invité, que l'on regardait avec respect. Ce bienfaiteur inattendu devint l'un des leurs le temps d'une journée, et cela suffit pour que la ville retienne une simple conclusion. L'honneur ne vient parfois pas du sang, mais du choix. À cette époque, les maisons de ceux qui avaient fomenté le massacre furent mises à sac, leurs biens furent évalués, leurs noms inscrits dans des registres. Certains d'entre eux tentèrent de demander grâce, invoquant leurs anciens services rendus à la ville, mais on leur répondit que ces services n'effaçaient pas le sang sur le marbre. Une clarté implacable remplaça les discours bruyants. Des gardes se tenaient sur les ponts, des torches brûlaient au coin des rues, les cloches se sont enfin tues. La ville, qui avait survécu à l'attaque de la cathédrale, a choisi le camp de la maison Médicis, non par amour des fêtes, mais par simple calcul. Un couteau dans un temple coûte plus cher que n'importe quelle offense. Pour Loro, cette histoire s'est terminée le jour où un homme vêtu d'habits sombres, soignés, est entré dans sa boutique et a déposé une nouvelle commande sur la table. Il s'agissait d'un livre dans lequel il fallait décrire avec précision et sans fioriture les événements de ces 3 jours. L'homme a dit que la maison proche du palais voulait que l'histoire soit écrite de manière concise, sans mots superflus, afin que ceux qui viendraient après sachent ce qui avait décidé de l'issue et ce qui en avait été la leçon. Il a dit que les noms de ceux qui s'étaient distingués seraient inscrits dans le livre. Parmi ces noms figuraient ceux de Laura, Marcella, Ruggiero et du maître serrurier. En face de chaque nom, il ne fallait pas inscrire des éloges, mais des actions. Qui avait fait quoi, à quelle heure et quelles en avaient été les conséquences.
C'était une nouvelle forme de mémoire pour la ville, discrète mais efficace. Le jeune homme comprit que son don de voir le moindre détail superflu faisait désormais partie du travail collectif, comme un loquet dans une porte, comme une corde sur une cloche, comme un message remis à temps à son destinataire. Le même jour, Marcella est remontée dans le clocher. Elle se tenait debout, regardant la ville, et pensait que le son pouvait être non seulement une alerte, mais aussi la paix. Elle comprenait que la parenté ne justifiait pas le couteau, mais pouvait rappeler l'humanité du criminel et la mesure de la punition. Elle savait qu'on la regardait désormais différemment, non pas à cause de cette histoire merveilleuse, mais parce qu'au moment opportun, elle avait fait son travail avec précision. La ville était revenue à sa routine quotidienne. Sur les marchés, on discutait à nouveau du prix du poisson et de la qualité des tissus. Mais les disputes étaient devenues un peu plus calmes. Le soir, près du palais, on pouvait entendre le violon du violoniste, qui n'était plus inquiétant, mais régulier, comme une piqûre d'aiguille dans le tissu, lorsque la couturière fait son dernier point. Auparavant, on le sous-estimait, mais désormais, on lui faisait un signe de tête lorsqu'il passait. Le maître serrurier reçut 2 nouvelles commandes de la part de riches maisons qui ne l'avaient pas remarqué auparavant. Le marchand de Pise partit plus loin, et dans les lettres qu'on lui envoyait, on lui écrivait que s'il revenait un jour à Florence, il aurait des amis ici. Dans le livre que Loro recopiait, la date était claire, le 26 avril 1478, le jour où les couteaux ont brillé sous la coupole et où les cloches ont sonné d'une voix étrangère. Le 27, le jour où la ville a choisi son camp. Le 28, le jour où la punition devint claire et inéluctable. Au bas du livre, une ligne vide était laissée pour ceux qui souhaiteraient ajouter leur nom à la liste des témoins. Loro pensa que les témoins n'étaient pas seulement ceux qui avaient vu le sang, mais aussi ceux qui avaient entendu à temps le coup de cloche supplémentaire, remarqué le trait dans le mot, renforcé le verrou ou fait un pas sans attendre de remerciement. La fin ne ressemblait pas à un conte de fées. Personne n'est devenu grand simplement parce qu'il le souhaitait. Mais chacun a eu le choix, et ce choix a abouti à un dénouement commun. La ville a compris que la justice ne vient pas par hasard. Elle se construit petit à petit, par l'attention d'un jeune homme, la précision d'un coup, le savoir-faire d'un artisan, la décision d'un étranger qui est devenu l'un des leurs au moment opportun, et même par la douleur d'une jeune fille qui a reconnu sa parenté sans se décharger de sa culpabilité. Ainsi, un simple colis dans une toile, l'odeur de la cire et le grincement de la corde ont transformé le mélodrame en un drame sobre avec une morale claire. Les cloches sonnaient à nouveau régulièrement, et lorsque leur son résonnait dans les rues pavées, ils ne parlaient pas de peur, mais d'une ville qui avait trouvé sa voie et l'avait conservée. Après quelques jours calmes, la ville commença à respirer plus profondément, mais en même temps, sous cette respiration, s'accumulaient les échos des affaires qui devaient encore être menées à bien. Dans l'atelier du copiste, ça sentait la colle, le cuir et la cendre chaude que Loro saupoudrait sur les bords pour que la colle adhère bien. Il pensait non seulement au livre pour la cour, mais aussi au fait que le motif des marques qu'il avait remarquées dans les prières innocentes n'était probablement pas l'œuvre d'une ou 2 personnes. Il se souvenait de l'automne, lorsqu'un modeste clerc d'un monastère situé à la périphérie était venu dans la boutique pour demander la transcription d'une litanie et avait demandé un type particulier de lettres décorées dans chaque 2e phrase. À l'époque, Loro avait haussé les épaules et avait fait ce qu'on lui demandait, mais il comprenait maintenant que ce dessin de lettres pouvait être un premier essai de ce qui s'était passé dans la cathédrale. Il sortit de son coffre un vieux cahier avec des échantillons et trouva plusieurs feuilles avec ces mêmes arabesques. Il se sentit mal à l'aise. Il dit à son oncle qu'il fallait passer en revue tous les clients de l'année précédente. Son oncle répondit qu'on pouvait se fier à la mémoire du jeune homme
et qu'il valait mieux rassembler les notes dans un tableau cohérent. C'est ce qu'ils firent. Ils notèrent les noms, les dates, les endroits où l'on avait utilisé cette étrange façon de décorer les lettres et ceux où ce n'était pas le cas. Le tableau se remplit de lignes soignées et celles-ci montraient clairement qu'après l'hiver, les marques étaient devenues plus fréquentes pour atteindre leur pic 2 semaines avant le service. Dans l'après-midi, un bijoutier connu dans la ville comme maître sculpteur de sceaux est venu à la boutique. Il a dit qu'on l'avait appelé au palais pour régler une question concernant plusieurs bagues. Il voulait voir le paquet contenant le couteau et la cire dont tout le quartier parlait déjà. L'oncle a secoué la tête, mais a montré au maître ce qui ne relevait pas du secret. Le bijoutier regarda les empreintes sur le papier et dit que la forme des sceaux était étrange, comme s'ils avaient été fabriqués non pas sur la matrice en or habituelle, mais sur un métal plus malléable, semblable à un alliage de cuivre, afin de pouvoir être rapidement refondu et détruit en cas d'échec. C'était un signe de précipitation et de peur. Le bijoutier ajouta que l'une des empreintes ressemblait étrangement à l'ancien sceau d'une confrérie pieuse qui s'était dissoute quelques années auparavant, après une dispute avec le conseil municipal. Il dit qu'il avait dans son atelier un moule cassé qui avait été apporté à l'époque pour être réparé, mais qu'il avait refusé de le faire à cause de ses doutes sur le client. Le bijoutier a accepté d'apporter la matrice au palais si on le lui demandait par écrit. Le même jour, il marchait déjà aux côtés des gardes et son petit sac contenant le fer tintait comme une petite cloche. Ce simple détail concernant l'alliage a complété le tableau et montré que les préparatifs avaient été menés dans le but de détruire toute trace. Pendant ce temps, Marcella continuait à mettre de l'ordre dans les cloches. Elle vérifiait les nœuds, lubrifiait les axes, apprenait au garçon apprenti à tenir la corde de manière à ce que sa main ne dérape pas. Le garçon s'appelait Pietro et on le sous-estimait dans la cour. On le considérait comme agité, lent à compter, bon seulement à porter des seaux. Ces jours-là, il était plus silencieux que d'habitude, car il avait vu Marcella pleurer la nuit, à son retour du palais, où elle était allée plaider la cause d'un des détenus. Il voulait l'aider et lui dit qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange. Quelqu'un avait remplacé le nœud inférieur par une corde fine, facile à couper. Il le dit doucement, timidement, mais Marcella comprit qu'il ne s'agissait pas d'une bagatelle, mais d'une observation importante. Elle lui demanda de trouver un morceau de corde usé dans l'atelier, de lui montrer comment mieux attacher le nœud, et répéta avec lui tout le schéma de la suspension. Elle constata que Pietro était précis, soigneux, et ne paraissait pas dans cette tâche. Le soir venu, il faisait déjà de meilleurs nœuds que l'assistant principal. Le garçon sous-estimé était devenu un pilier. Bientôt, au palais, on remarqua que le son des cloches était non seulement plus précis, mais aussi plus économique. La corde ne s'usait plus aussi vite que d'habitude. Pour la première fois, Pietro entendit des étrangers dire que son travail donnait des résultats. Le lendemain matin, un homme vêtu d'une cape grise s'approcha de l'établi du copiste. Il dit qu'il venait d'un monastère situé à la périphérie de la ville, où l'on reliait autrefois les livres pour le conseil municipal. Il apportait un petit paquet contenant un vieux cahier avec des exemples d'écriture. Sur la première page, il était écrit que le cahier servait à former de jeunes copistes. Les feuilles sentaient la cire et l'humidité. Loro ouvrit le cahier et vit des boucles familières qu'il considérait comme une simple habitude décorative d'un vieux maître. Il comprit alors que ces boucles pouvaient être transformées en signes. Dans les marges du cahier, des chiffres étaient inscrits au crayon, et ces chiffres correspondaient à l'horloge de la ville. Il s'avérait que quelqu'un avait depuis longtemps transformé la décoration des lettres en code. Loro dit à son oncle qu'il était trop tard pour se sentir coupable, mais qu'il fallait remettre le cahier au palais afin que les responsables puissent en voir la source. Son oncle accepta. Cette décision ne promettait pas la gloire, mais elle permettait de remonter jusqu'au début, plutôt que de s'arrêter à mi-chemin. Au même moment,
un malheur s'abattit sur la maison de Marcella. Sa mère tomba plus gravement malade que d'habitude. Le médecin qui desservait leur quartier dit qu'il fallait des herbes médicinales introuvables à bas prix en ville. Marcella comprit qu'elle n'avait pas assez d'argent. Elle n'alla pas mendier, mais demanda au scribe en chef un travail temporaire. Trier les listes, revérifier les noms et les montants des dons afin qu'il n'y ait pas d'erreur dans les registres de la ville. Il accepta et promit de la payer honnêtement. La jeune fille se mit au travail, même si elle était fatiguée par les cloches. Elle ne se plaignit pas. Le soir même, un médecin juif, connu dans la ville pour son marché et qui se rendait rarement dans les maisons pauvres, s'approcha d'elle dans la boutique. Il lui dit qu'il avait entendu parler de sa course nocturne entre le clocher et le palais et que dans de tels jours, la ville ne devait pas seulement payer en or. Il lui offrit des herbes de son sac et lui expliqua comment les faire bouillir. Il refusa de l'argent, demandant seulement qu'on lui dise dans une semaine si cela avait aidé. Cette intervention fut un bienfait simple et précieux. Marcella n'était pas habituée à cela, elle n'aimait pas accepter de cadeaux, mais elle accepta parce qu'elle connaissait la valeur du temps. Sa mère allait mieux. Dans la ville, on murmura que dans les moments difficiles, les portes des étrangers pouvaient aussi s'ouvrir sans compter. Et ce détail était important pour le sens commun de la mesure. Le soir, au palais, on décidait du sort de ceux dont les noms figuraient sur les listes, mais dont le sang n'avait pas été retrouvé sur le marbre. Certains conseillers exigeaient la sévérité, d'autres disaient qu'il fallait distinguer ceux qui avaient planifié et ceux qui avaient été entraînés. La salle sentait la cire et la fumée. Loro apporta son tableau et dit par l'intermédiaire du scribe qu'il voyait la séquence des commandes et distinguait les marques délibérées des simples erreurs. Il montra les lignes où l'on voyait qu'un jeune prêtre avait d'abord commandé des prières sans marques superflues, puis avec des marques rares, et enfin, à la veille de la fête, avec un réseau dense. Cela signifiait que cet homme n'était pas entré dans le jeu par hasard, mais étape par étape. Il demanda de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Sa demande fut entendue. Le lendemain, plusieurs personnes furent envoyées dans des monastères pour de longues périodes sans droit de sortie et non à la potence. La foule grognait, une partie exigeait une mesure identique. Mais les conseillers ont expliqué par l'intermédiaire des héros que la force de la ville ne résidait pas dans le fait d'exercer une pression identique sur tous, mais dans le fait de distinguer les différents degrés. Cette décision n'était pas facile, mais elle s'inscrivait dans l'objectif général: rétablir l'ordre et éviter que le règlement de compte ne se transforme en émeute de la faim. Le troisième jour après ces décisions, une femme simple vêtue d'un manteau sombre est venue à l'atelier du copiste. Elle a posé un paquet sur la table et a dit qu'il lui avait été remis par une voisine, qui lui avait demandé de le remettre à celui qui travaillait avec les livres du palais. La femme est partie rapidement sans donner son nom. Le paquet contenait une fine housse en tissu. À l'intérieur se trouvait une petite figurine en bois, imprégnée d'une substance grasse. À première vue, cela ressemblait à un jouet pour enfants, mais lorsque Loro souleva la fente avec son ongle, une aiguille sortit du ventre de la figurine. Il s'agissait d'un dispositif caché destiné à empoisonner, dissimulé dans un objet innocent. À côté se trouvait une bande de tissu avec des lettres ressemblant à des motifs domestiques. Un objet du quotidien s'était avéré être une menace. Loro ne toucha plus à rien et appela la garde. Les gardes arrivèrent rapidement, prirent l'objet avec précaution, l'enveloppèrent dans une épaisse peau et l'emportèrent. Le soir, le héros annonça que ce n'était pas un hasard, que de tels objets avaient déjà été trouvés dans des villes où quelqu'un avait tenté de poursuivre ce qui avait été commencé dans la cathédrale. Cela secoua les gens plus fortement que la vue des torches. Il s'avéra que le danger pouvait venir d'un sac de pain ou d'une note attachée à un fil. Mais en même temps, la détermination grandit. Les gens sont devenus plus attentifs aux détails
au sceau, au nœud, au cadeau inattendu. Le suspense est revenu pour un acte, mais cette fois-ci, il ne s'agissait plus de panique, mais de discipline. Entre-temps, le bijoutier avait fourni au palais la matrice brisée de la confrérie et avait indiqué en quoi elle différait des sceaux apposés sur les notes saisies. Il a déclaré que les nouveaux sceaux avaient été réalisés par des apprentis et non par des maîtres, ce qui était visible à la profondeur des lignes. Cela signifiait que parmi les conspirateurs se trouvait un jeune qui avait accès à l'outil, mais qui n'avait pas les compétences nécessaires. Les noms se sont réduits. Le fils d'un homme d'affaires respecté, qui avait déjà fait de nombreux dons à ce même monastère, faisait partie de ce cercle. Le père était honnête, le fils impétueux. La famille se rendit au palais, et le père déclara par l'intermédiaire d'un médiateur qu'il était prêt à couvrir les frais des travaux d'intérêt général si son fils avait la possibilité de travailler dans des ateliers de briqueterie plutôt que dans les chaînes. Il reconnut la culpabilité de son fils et demanda la possibilité de réparer son erreur. Le conseil a accepté cette mesure avec certaines restrictions. Cette décision a montré à la ville que l'argent n'achetait pas le pardon, mais pouvait devenir un outil utile si son propriétaire était prêt à reconnaître la douleur d'autrui et sa part de responsabilité. En été, lorsque la chaleur était accablante et que le marbre de la cathédrale conservait la chaleur jusqu'à la nuit, Marcellina monta dans le clocher avec Pietro. Elle lui dit qu'elle voulait établir un nouvel ordre. Au lieu d'une seule personne aux cordes, il y en aurait 2 les jours importants, et les signaux seraient enregistrés à l'avance sur une tablette de cire. Elle lui apprit à marquer chaque coup d'un trait court, afin de pouvoir les vérifier ensuite. Auparavant, cela était considéré comme superflu, mais c'était désormais devenu la norme. Pietro notait tout, la langue pendante à force de concentration, mais la main ferme. Au pied du clocher, un homme en imperméable regardait vers le haut. Il venait d'une maison célèbre pour ses procès et ses disputes. Il vint voir Marcella plus tard et lui dit qu'il voulait lui proposer une place au Signal de la ville et à Pietro une formation auprès d'un des maîtres. Il ajouta que la ville remerciait rarement à temps, mais que cette fois-ci, elle ne voulait pas être en retard. Marcella accepta non pas pour la gloire, mais parce qu'elle comprenait la responsabilité que cela impliquait. Pietro rayonnait. Le garçon d'hier devenait un apprenti avec un avenir. Pendant ce temps, Loro trouva dans son coffre un vieux bout de papier qui avait été glissé là pendant l'hiver. Il n'y avait que quelques mots sur le papier, et il les associait à une simple demande de reliure. Mais maintenant, il les lisait différemment. Les mots étaient disposés de telle sorte que les premières lettres de chaque ligne formaient le nom d'une personne qui figurait ensuite sur la liste des organisateurs d'une ancienne confrérie. C'était une trace ancienne. Il trouva étrange de ne pas l'avoir remarquée et comprit la valeur de l'expérience. Il dit à son oncle qu'il ne considérerait plus jamais les lettres comme de simples figures vides de sens. Son oncle sourit pour la première fois depuis plusieurs jours. Il dit que la ville avait besoin de gens qui savaient voir et n'avaient pas peur de parler. Le jeune homme comprit qu'il ne choisissait pas un métier pour gagner sa vie, mais un métier qui faisait partie de l'ordre établi. C'était un choix intérieur silencieux, souvent plus important que les grands discours prononcés sur la place publique. Peu de temps après, une lecture publique du livre des événements sur lequel Loro avait travaillé fut organisée au palais. Elle se déroula sans faste. Le héros lut, jour après jour et heure après heure, qui avait fait quoi, quel coup avait été porté, quelle lettre avait été transmise, où se tenait le maître lorsque la torche fut apportée, où le marchand étranger avait montré les écuries. Les noms étaient prononcés d'une voix égale. Personne n'était glorifié, personne n'était traîné dans la boue plus que de raison. Lorsqu'il arriva au passage où figuraient les liens de parenté de Marcella, le héros parla avec prudence, sans attiser la foule. Il ne cacha pas les faits, mais souligna que c'était précisément la reconnaissance de la parenté et la demande de clémence qui avaient changé le ton de la punition. Les gens dans la foule acquiesçaient en silence.
Pour eux, il ne s'agissait pas d'une égalité vide de sens, mais d'une décision concrète qui comportait des risques. Cette lecture est devenue une catharsis sans statue bruyante. Elle a redressé les épaules de ceux qui avaient de fait leur part et a fait baisser les yeux de ceux qui avaient de fait le plus de bruit auparavant, mais qui avaient disparu dans les moments difficiles. Quelques semaines après les événements du printemps, un vagabond revint en ville que beaucoup considéraient comme un simple conteur et un collectionneur de rumeurs. Il s'appelait Fabio et gagnait auparavant sa vie en chantant des chansons joyeuses au coin des rues. Les gens s'étaient habitués à ses plaisanteries et ne le prenaient pas au sérieux. Il vint alors voir le garde près du pont et lui dit qu'il avait entendu en chemin 2 personnes qui voulaient transporter en ville des couteaux fins cachés dans des tonneaux de poissons. Il indiqua l'endroit près de la rivière où la cargaison devait être transférée sur une charrette. Le garde ne le crut pas tout de suite, mais décida de vérifier, car après l'affaire de la figurine avec l'aiguille, la ville était devenue plus prudente. À l'aube, les gardes trouvèrent la charrette, les tonneaux, et dans l'un d'eux, des lames fines enveloppées dans des écailles de poisson. Fabio n'était pas un homme vide. Sur la place, on a dit qu'il avait cessé d'être un bouffon et était devenu quelqu'un qui avait pris des risques et n'avait pas voulu accepter d'argent pour sa dénonciation. On lui a remis un simple certificat lui donnant le droit de se produire à l'avenir dans les foires sans payer de taxes. C'était une bagatelle, mais elle témoignait de respect. L'homme sous-estimé était redevenu un pilier, et ce n'était pas un hasard, mais une conséquence logique de ces derniers mois. À l'automne, lorsque l'air devint plus sec, un homme de la même maison, qui apportait auparavant des pièces à la garde, vint voir Marcella. Il dit que la maison prenait désormais en charge la réparation de l'escalier menant au clocher et le paiement de nouvelles poulies. Il ne demanda pas de réponse. Il a dit que dans les moments difficiles, ce ne sont pas les murs qui soutiennent la ville, mais les gens, et qu'il fallait alléger leur travail. Marcella écoutait et pensait à des choses simples, aux nœuds, à la graisse, aux plaques avec les marques. Elle comprenait qu'un accès facile au clocher n'était pas plus insignifiant qu'une poignée de porte. Les petites choses assurent l'ordre tout autant que les grandes décisions. Elle remercia le maître et lui demanda de lui envoyer du bois sans fissure. On le lui apporta. La tour du clocher devint plus légère. À la fin de l'année, un vieil homme vêtu d'habits gris simples apparut dans la boutique du copiste. Il dit qu'autrefois, il avait enseigné à de jeunes copistes à écrire des lettres ornées, sans se douter que quelqu'un les transformerait en signes. Il avait entendu dire qu'un homme était mort à cause de ces lettres et voulait demander pardon à la ville. Il n'attendait pas de réponse. Il posa sur la table la fine règle avec laquelle il alignait les marges et demanda que les jeunes ne décorent plus les prières de manière superflue. Loro ne l'accusa pas. Il dit par l'intermédiaire de son oncle que le problème ne venait pas des lettres, mais de ceux qui leur avaient donné un autre sens. Le vieil homme s'en alla, d'un pas léger et fatigué. Il n'y avait rien de pathétique dans cette scène. C'était simplement un nœud humain où la culpabilité et l'innocence ne s'opposaient pas, mais coexistaient. En hiver, lorsque la ville fermait les volets pour la nuit, un autre cahier fut apporté au palais. Il contenait une lettre d'un homme qui travaillait auparavant dans l'atelier sur les sceaux. Il écrivait qu'il s'était enfui dans les montagnes, mais que sa conscience le tourmentait et qu'il voulait révéler où étaient le cachet, les restes des matrices et à qui le cachet avait été remis. Il décrivait une maison à la périphérie, une grange avec un double fond, une marche tordue à l'entrée, sur laquelle seul celui qui vivait là ne trébuchait pas. Les gardes trouvèrent la grange et le double fond. Au fond se trouvaient les restes des seaux et des morceaux de métal mou. Cela clôturait l'une des affaires. La lettre, apportée en hiver, venait compléter le tableau des jours de printemps. Au fil des mois, les fruits lents des choix faits à l'époque sont devenus visibles. Le maître serrurier a obtenu le droit d'enseigner son métier à 3 enfants des rues dans un atelier situé près des portes de la ville.
Il a déclaré qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'une affaire rentable. Le maître avait besoin de mains, et la ville avait besoin de personnes capables de renforcer les portes. L'un des garçons s'est révélé étonnamment précis, et 1 an plus tard, il fabriquait déjà lui-même des pointes. Ce fut un autre exemple de la façon dont un talent caché, mis en valeur, redonne à la ville sa solidité, là où il n'y avait auparavant que le vide. Ruggiero a envoyé une lettre depuis Lucas. Il écrivait que tout allait bien, que le commerce des tissus marchait bien, et qu'il gardait en mémoire comment, à Florence, 2 jeunes gens, près des cloches et des livres, avaient fait ce que tout homme honnête aurait dû faire. Il demandait de faire savoir que si jamais la ville se retrouvait à nouveau dans une situation difficile, il viendrait avec des hommes et de l'argent, sans demander qui paierait. Le héros a lu la lettre sur la place, entre 2 nouvelles concernant le prix du blé et la réparation des remparts de la ville. Les gens ont acquiescé. Ils n'y ont pas vu de vantardise, mais une loyauté sans faille. Et chez Marcella, un soir, un petit groupe s'était réuni. Pietro, le scribe en chef, l'oncle Armano, le maître serrurier. Ils mangeaient une soupe simple et du pain noir. La conversation ne portait pas sur la gloire, mais sur le travail. Ils discutaient du nombre de coups que la grande cloche sonnait en cas de danger, de la meilleure façon d'établir des tableaux de calcul pour voir les pics d'activité, de la manière de conserver les seaux pour que personne ne remplace le métal mou par du métal dur. Ils discutaient, mais calmement. Chacun avait son domaine, et chacun comprenait que leur travail commun n'était pas de chanter une seule chanson, mais de maintenir un rythme régulier pour la 3e année consécutive. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était précisément cet ordre qui rendait la ville stable. Au printemps, la lumière des bougies s'est à nouveau allumée sous le dôme de la cathédrale, mais cette fois, sans poignard ni inquiétude. Le marbre est propre. Dans un coin se trouvait un banc, placé là pour que les gens puissent regarder la pierre et se souvenir qu'à l'époque, il y avait eu un coup et un choix. Fabio, venu de loin, s'asseyait parfois près du banc et jouait doucement en faisant courir son doigt sur les cordes. Son son n'était plus inquiétant, mais clair. Il disait qu'il se souvenait à quel point c'était drôle de vivre dans une ville où tout le monde le considérait comme un farceur, et qu'un jour, il avait simplement fait ce qu'il fallait. Les enfants écoutaient et demandaient aux aînés pourquoi il y avait une plaque avec des dates accrochées près du banc. On leur répondait avec des mots simples. On leur disait que ce jour-là, les gens n'étaient pas devenus des héros, ils avaient simplement fait leur travail et n'avaient pas détourné le regard. Cela avait suffi pour que la ville puisse aller de l'avant. À la fin de ce long chemin, Lauro a relié le livre des événements, y a ajouté une autre feuille, un tableau de repère qui aidait à distinguer le hasard du dessin, et a soigneusement noué le ruban. Il ne se sentait pas important. Il sentait qu'une nouvelle façon de vivre s'était imposée dans la ville. Regarder en ligne, écouter le coup, ne pas se précipiter sans raison, mais ne pas s'écarter non plus quand l'heure était venue de faire un pas. Il lui semblait que désormais, les mots dans ses cahiers ne se disputaient plus entre eux, mais se tenaient comme des pierres dans un mur. Il soutenait le toit pour que les familles puissent vivre dessous, se disputer du prix du poisson et apprendre aux enfants une lettre qui ne serait un signe secret pour personne. C'était une fin simple, où la justice émotionnelle ne venait pas sous la forme d'un miracle retentissant, mais comme le fruit d'une multitude de décisions sereines. Et si jamais quelqu'un demande ce qui a changé le cours de ces jours-là, le livre ne mentionnera pas le nom d'une seule personne, mais une chaîne d'actions, un marchand étranger, une ligne soignée dans un tableau, un clou dans une porte, un nœud sur une corde, des herbes sur une table, des lettres envoyées depuis la route, et encore une demande discrète de clémence pour un homme qui souffre et qui porte malgré tout la culpabilité. C'est ainsi que la ville se choisit à nouveau, sans grand discours, mais avec une vision claire. Les cloches
sonnaient alors d'un son chaud et régulier, et ce son n'était pas un chant héroïque, mais le rythme de travail d'un lieu où la vie est plus importante que le jeu des poignards.